on a tout de suite compris qu'il y aurait une problématique data assez forte, d'autant qu'on est sur des cibles qui sont peu digitalisées, peu présentes sur LinkedIn. Moi, je suis allé faire à titre perso 2 interviews de directeurs de magasins Leclerc à côté de chez moi pour essayer de glaner de l'info. Donc, on est reparti sur le terrain, pour le coup. Là, on a été bon sur ça, je crois. C'est que les messages n'ont jamais été perçus comme des messages automatisés. Hello à tous, bienvenue sur ce 4e épisode de Outbound House. Je suis Florian, growth marketer B2B en freelance et spécialiste en outbound. Dans Outbound House, j'invite des professionnels de la prospection à venir nous partager l'une de leurs séquences. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la newsletter et puis recevoir tous les épisodes à leur sortie. Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'inviter Guillaume Albizetti, qui est l'une des personnes les plus pointues que je connaisse en outbound. Il a cofondé Django, qui est un studio de growth et de sales hacking. Et quand je lui ai proposé de tourner un épisode, il aurait pu nous montrer très facilement une séquence sur laquelle il a eu des grosses performances. Au lieu de ça, il a choisi de nous montrer une séquence qui lui a donné du fil à retordre. Et tu verras notamment que c'est dû au fait que la data était très peu accessible. Tu vas découvrir dans cet épisode comment il a réussi à contourner ses difficultés, quel framework de copywriting il utilise et comment il a réussi malgré tout à obtenir des résultats satisfaisants. Je te laisse avec l'épisode et je te souhaite un très bon visionnage. Salut Guillaume, je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Donc, tu es CEO et co-founder de Django, un studio de sales hacking. Est-ce que pour commencer, tu peux nous donner un petit peu de contexte sur la séquence que tu vas partager avec nous aujourd'hui? C'est une séquence, tu me l'as dit, qui t'a donné pas mal de fil à retordre. Exact. Je vais tout expliquer. D'abord, bonjour Florian, merci de me recevoir dans ton podcast. C'est très très cool. C'est le premier pour moi, donc hyper content de le faire avec toi. Ouais, ok. Voilà. Et effectivement, ouais, quand tu m'as sollicité pour ce podcast, tu m'as demandé quel type de séquence je pouvais te partager. Et plutôt que de te partager une des séquences sur laquelle on a eu des super perfs, on aurait pu en montrer plusieurs. Et je me suis dit que c'était plus intéressant, comme tu avais envie d'aller un peu plus loin dans l'expertise, de montrer des choses sur lesquelles on a vu au contraire du fil à retordre, qui était plus complexe, sur laquelle on avait pas mal galéré. Et du coup, pour montrer aussi l'envers du décor de ce que c'est que de faire du growth et du sales hacking, quand tout n'est pas complètement aligné, qu'il suffit pas simplement d'aller scraper 3 profils sur LinkedIn et de les enrichir avec Drop Contact. C'était un peu l'idée. Ouais, c'était un petit peu plus compliqué pour toi. Ouais. Voilà, de se mettre un peu à nu, montrer des choses un peu plus compliquées, et puis rentrer dans le dur et montrer un peu l'arrière de la boutique. Ouais, je trouve ça super intéressant et bon, tu m'as déjà montré un petit peu en off ce que tu vas nous partager. Et effectivement, je trouve ça intéressant de ne pas montrer que les victoires, entre guillemets, mais aussi tous les petits trucs qui peuvent faire que tu galères, les difficultés, comment tu contournes ces obstacles et les enseignements que tu en tires pour toi et pour ton client. Yes, c'était ça l'idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous parler un petit peu du client, très très rapidement. Alors, je ne vais pas vous donner le nom du client parce que c'était confidentiel, donc on a anonymisé tout ça. Mais l'idée, c'est que vous puissiez comprendre le use case et la problématique. Donc, notre client, c'est une filiale France d'un grand groupe US qui est un fabricant et distributeur de coin kiosques. Alors, qu'est-ce que c'est un coin kiosque? C'est une borne qui est disposée dans les hypermarchés et dans certains supermarchés qui transforment la petite monnaie en bon d'achat. C'est des gens qui sont leaders sur ce produit-là dans le monde et ils le sont aussi en France. Ils ont 2 acteurs concurrents principaux qui sont des concurrents qui travaillent en marque blanche, principalement avec les distributeurs parce que c'est des fabricants de maison. Donc, il y a un enjeu qui est important, c'est arriver à s'introduire dans des groupes qui sont en général réunis par franchise ou par association de groupes. C'est le cas chez Leclerc notamment, et où c'est pas facile de rentrer, mais ils ont de vrais avantages concurrentiels. Donc, le concept, comme je vous le disais, c'est super simple. On met de la petite monnaie dans la machine, ça ressort des bons d'achat pour le magasin, utilisables uniquement dans le magasin où est installée la machine. Et ça permet de résoudre un problème qui est hyper important pour les gens, c'est de valoriser la petite monnaie inutilisée qu'on a dans son portefeuille à la maison et qui sert à rien, les petites pièces jaunes, et bon, qui peuvent être, pour le coup, là, véritablement transformées en capacité d'achat, ce qui n'est pas inintéressant aujourd'hui. L'avantage client, c'est que ça redonne effectivement du pouvoir d'achat, à la fois aux clients, mais aussi aux visiteurs du magasin, parce que comme les bornes sont positionnées à l'entrée, on n'est pas obligé de consommer dans le magasin, mais dès l'instant où on transforme sa monnaie,
et bien évidemment, ça permet derrière de devenir client. Donc, c'est un double avantage. Ça satisfait les clients existants et ça permet de transformer des visiteurs en nouveaux clients grâce à ces bons d'achat. Oui, parce que tu Bénéfice sais pour... que, Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais du coup, parce que tu sais finalement, l'avantage pour le magasin, c'est que cette petite monnaie, elle est convertie en bon d'achat, mais ce bon d'achat, évidemment, il est utilisable uniquement dans le magasin dans lequel est exactement. disposée la machine. Donc, forcément, c'est valorisant pour le magasin en question. C'est exactement ça. Et pour le magasin, il y a plusieurs bénéfices. À la fois, évidemment, ça lui permet, comme on disait, de fidéliser ses clients existants, d'attirer de nouveaux clients. Ça augmente aussi le panier moyen des gens qui ont l'habitude de consommer. Et puis, ça valorise l'enseigne en termes de marque employeur, c'est intéressant. Et ça permet aussi, dans un contexte inflationniste où les gens font vraiment très attention aux dépenses, de récupérer un petit peu et ça crée un capital sympathie vis-à-vis de la marque. Ok, Et les arguments commerciaux vis-à-vis des hypermarchés qui sont sollicités, c'est que c'est une solution clé en main. Il n'y a pas de frais à prévoir, il n'y a pas de maintenance. C'est la meilleure techno du marché à date. Et en gros, quand ils travaillent avec des hyper, ils arrivent, ils mettent les bornes en magasin, ils s'occupent de tout, de la maintenance, de la récupération des fonds. Et tout est vraiment géré, piloté par eux, de manière à ce que le magasin, lui, il n'ait absolument rien à faire et qu'il n'ait pas ce souci de ce sujet-là. Évidemment, au passage, le business model, c'est que le client, la marque de la borne, récupère un petit pourcentage sur l'argent qui est injecté, et c'est comme ça qu'il se rémunère. ok. Et tous ces éléments-là, est-ce que c'est quelque chose que quand ce client est venu te voir et est venu voir Django, est-ce qu'il avait déjà ces éléments rédigés de cette façon, valorisés de cette façon, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as revu lors d'un atelier? Non, c'est quelque chose qui a été vu à travers différents briefs. Alors, pour expliquer un peu le contexte, sur cette mission-là, on a été sollicité par une très grosse agence parisienne avec qui on est de temps en temps partenaire, qui, elle, n'a que des grands comptes, qui adresse des groupes du type LVMH et qui, dans ses équipes, n'a pas de brique sales hacking growth et qui donc fait appel à nous quant à cette brique nécessaire pour les missions qu'elle adresse. Eux, ils se D'accord. sont occupés pour ce client de toute la partie rebranding, il y avait tout un pan qui ne nous concernait pas. Et nous, on est arrivé sur cette verticale-là. Et pour pouvoir arriver à récupérer tous ces éléments, il a fallu 2 briefs assez longs avec la directrice marketing, qui nous a partagé tous ces éléments, qui nous a évidemment partagé un certain nombre de docs dont on s'est imprégné, à la fois pour comprendre évidemment l'écosystème business, le produit, les clients, le contexte, et aussi pouvoir avoir un maximum de matière pour travailler derrière le copywriting. On fait toujours ça quand on travaille sur une nouvelle mission. On demande un maximum d'éléments parce qu'on sait que derrière, plus on a d'éléments, plus on peut rentrer dans le contexte et se mettre à la place du client, plus on est capable derrière, en tout cas c'est ce qu'on essaye, de créer un maximum d'impact dans les séquences. Ouais, 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 tu t'en sers directement dans ton copywriting, Ouais, évidemment. carrément. Ok. Voilà, donc la problématique qu'on a adressée sur cette mission, c'était que chez eux, ils faisaient un constat, c'est que leur prospection actuellement, elle s'effectue à 100% sur le terrain. Donc, ils ont une armada de commerciaux qui sillonnent la France, qui sont dispatchés par région et qui vont frapper à la porte des centres commerciaux, des hypermarchés pour dire coucou, j'aimerais parler avec le boss, le directeur, voilà ce qu'on fait, etc. Le problème, c'est que 9 fois sur 10, ils se font bâcher parce qu'ils ont un barrage à l'accueil, que le directeur, il est soit occupé, soit pas là, et que la fille à l'accueil, en général, elle va dire laissez-nous une doc, et puis si ça nous intéresse, on vous rappellera. Et donc après, c'est de la relance téléphonique, quelque chose de très très classique, qui marche sur le long terme, mais qui met du temps à se mettre en place. Alors c'est un petit peu moins vrai pour eux depuis 1 an, parce qu'ils ont eu une couverture média qui a été très importante. Ils sont passés dans de nombreux journaux TV et émissions, donc ça leur a apporté un capital en termes de réassurance important, mais malgré tout, ça reste un modèle de prospection qui n'est pas du tout scalable. Donc l'objectif de cette mission, c'était de confirmer ou d'infirmer la pertinence de mettre en place une stratégie de prospection B2B 100% digitale, ce qu'on sait faire, Ok. et d'identifier quels étaient pour ça les meilleurs canaux outbound en ligne qui pouvaient fonctionner. Et puis, in fine, l'objectif à atteindre, si ça fonctionne, c'était de redonner du temps aux équipes commerciales pour la phase de lead relationships management, donc comment mieux gérer les leads, parce que c'est toujours le nerf de la guerre dans les équipes commerciales. On a des Ouais. leads, il faut les traiter, et quand on est à la foire et au moulin, c'est pas toujours simple. Voilà, et on s'est très vite rendu compte, en récupérant les données de nos clients, qu'il y avait très très peu de data.
Quand on dit très très peu de data, c'est-à-dire que sur à peu près 4 à 500 magasins identifiés dans la cible, il y avait globalement, on avait les noms des dirigeants, c'est-à-dire soit les propriétaires, soit les directeurs, mais surtout les propriétaires, que environ 40% n'étaient pas update parce qu'entre-temps, il y avait eu des reventes. Donc, ça a été, on a beaucoup galéré là-dessus. Il a fallu faire tout un enrichissement en repassant par la base sirène, par plein de choses. Et donc, on a tout de suite compris qu'il y aurait une problématique data assez forte, d'autant qu'on est sur des cibles qui sont peu digitalisées, peu présentes sur LinkedIn, et on va en parler après avec des problématiques de récupération d'emails assez particulières et qui sont très très liées à cet écosystème business en particulier. Donc, et comment tu expliques, comment tu expliques justement le fait que ce soit si difficile de trouver les coordonnées et les datas à propos de ces personnes? Est-ce que c'est... Enfin, j'imagine du coup que c'est une volonté pour ces personnes de se protéger justement et de rendre difficile l'accès à ce type d'informations, c'était ça? Oui, mais pas que. Alors, il y a ça, bien sûr. Mais il y a avant tout le fait que les propriétaires des hypermarchés sont des gens qui sont relativement âgés, qui pour la plupart ont autour de 60 à 70 ans. Pas tous, mais une très grande partie, que c'est des business familiaux qui se transmettent de génération en génération, et que tant qu'on n'est pas sur la nouvelle génération des quadras qui, eux, sont très digitalisés, présents sur LinkedIn, eh ben, on a des gens qui fonctionnent à l'ancienne et qui, en plus, n'ont pas véritablement, pour les propriétaires, de rôle opérationnel, parce qu'ils mettent en place des directions de magasins. Et donc, ils sont très, très peu contactables. Et nous, la donnée qu'on avait, à partir d'une base qui est la base Nielsen, qui est une base qui délivre, qui vend de la data dans des écosystèmes spécifiques comme le retail ou la grande distrib, en fait, ont des données qui ne sont pas très update et pourtant, ils vendent ça très, très cher. Et du coup, on s'est retrouvé avec pas grand-chose entre les mains et on a très vite compris que ça allait être une sacrée galère. Donc, on a, au regard de ça, proposé une stratégie qui était simple, c'était de dire, on va tester toutes les approches d'enrichissement de données. On va regarder avec tout ce qu'on sait faire, tous les outils, tous les effets de levier possibles, et on va voir ce qu'on trouve. Et au regard de ça, on va essayer de pondre la meilleure stratégie de copywriting possible pour briser la glace et ouvrir la conversation avec les décideurs qui étaient visés. Voilà, ça, c'était à la fois les contraintes et l'objectif. Mais comme on va en parler, ça n'a pas été une mince affaire. Ça n'a pas été simple. Ok. Non. Eh ben, écoute, hâte de voir comment tu as fait ça. Ah oui, d'abord, tu voulais nous en parler, nous parler un Ouais, peu plus des ICP et des personas, ouais, carrément. Ouais, très rapidement, on en a un peu parlé, donc je vais passer vite fait là-dessus. Donc, notre ICP, c'était les hypermarchés de plus de 10 000 m² du réseau Leclerc. Alors, on l'a fait sur plusieurs enseignes, donc dans plusieurs campagnes, mais sur cette campagne spécifiquement que je vais montrer, c'était concernant le réseau Leclerc. Et juste, pourquoi, Ouais. excuse-moi, pourquoi le plus de 10 000 m² m'interpelle? Il y a une raison particulière à ça? Ouais. Est-ce que tu... Ouais. Ouais. Ouais, il y a une raison à ça, c'est parce qu'en fait, pour que ce soit rentable pour le magasin de ce genre de machine, il faut qu'il y ait un flux de population journalière qui est de X. Et pour ça, ils ont fait des calculs internes. Ils savent qu'en dessous de surface de 10 000 m², le trafic journalier n'est pas suffisant. Voilà. Alors, pour les magasins plus petits, pour les magasins plus petits, ils ont d'autres types de bornes avec des offres qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui sont adaptées à ces configurations. Mais là, sur cette cible-là, on avait cette contingence en termes de mètres carrés. Mais ça, c'est des infos, en revanche, qui étaient dans la base Nielsen. Donc ça, on pouvait déjà les catégoriser. On n'avait pas de problème pour les distinguer les uns des autres. Ok. Donc, on avait deux personas, les propriétaires des enseignes, donc des gens relativement âgés, 85% de femmes, 85% d'hommes, 15% de femmes, très peu digitalisés, moins de 15% présents sur LinkedIn, et puis un rôle opérationnel difficilement identifiable et globalement très peu présent. Deuxième persona, plus intéressant pour nous, les directeurs des enseignes, 35-50 ans, un peu plus de femmes, plus digitalisés, en général présents sur Facebook et LinkedIn, peu sur Insta, TikTok et le reste. 45% présents sur LinkedIn et beaucoup peu actifs. Et décisionnaires à 85%. Donc pour nous, c'était des cibles plus intéressantes. Et tu vas le voir dans la séquence, on a plutôt choisi de passer d'abord par ces profils-là. Et est-ce que ça peut arriver à... Est-ce que tu as des cas où il est possible que le directeur soit aussi le propriétaire? Est-ce que tu as rencontré des cas comme ça ou... Très peu. Ou généralement, ça reste toujours deux personnes différentes? Non, on en a eu quelques-uns, mais c'était très peu le cas. Et ce qu'on a eu souvent, en revanche, ça c'était assez symptomatique, et on le voyait quand on faisait de l'enrichissement sur Société Info notamment, c'est qu'il est arrivé très régulièrement que le directeur ou la directrice
soit le fils ou la fille du propriétaire. Ok, ouais, tu me disais que c'est très, très familial comme business. Ouais, ça l'est pas à chaque fois, mais je dirais que dans 40% des cas, on a eu ce cas de figure. Ok, Donc, intéressant. et on verra d'ailleurs que ça, du coup, sur une partie du copywriting, l'effet de levier à certains endroits est plus fort que d'autres, notamment à cause de ça. Ok, ouais, tu as pu exploiter ça. Ok, Voilà. Donc concrètement, comment on a fait? Donc à partir de la base Nielsen qui nous avait été fournie, on a fait, et donc avec les numéros de sirène qui étaient déjà présents des entreprises, on a fait un enrichissement sirène sur Société Info pour retrouver les noms des dirigeants. On s'est rendu compte au passage qu'il y avait quelques erreurs aussi dans les sirènes, parce qu'il y avait des entreprises qui n'existaient plus. Bon, il y avait quelques coquilles, mais ça n'a pas été trop méchant. Donc une fois qu'on s'est retrouvé avec le nom des dirigeants, on a pu, derrière, faire un truc assez cool grâce à un outil qui s'appelle Derrick App, que j'aime beaucoup. On est allé retrouver, grâce au full name, donc nom, prénom, les profils LinkedIn correspondant à ces dirigeants. Donc, on est allé tous les chercher à partir de ce qu'on avait d'indiqué dans Société Info. Alors, je ne l'ai pas mis, mais en réalité, on a même été un peu plus loin parce qu'on a fait un complément de recherche avec Faro et un scrap sur société.com. Okay. Parce que dans certains cas, il nous manquait un peu de data, mais c'était marginal. Mais bon, on est allé faire des trucs à la main en complément. Et juste là, donc, du coup, pour expliquer, là, en fait, ce qui s'est passé avec Derrick App, c'est que en input, tu as le nom et le prénom de la personne. Oui. Et derrière, l'info que tu cherches à obtenir, c'est le profil LinkedIn. Donc j'imagine qu'il y a peut-être un peu de traitement parce qu'il y a des homonymes ou des choses comme ça. Exactement. Mais derrière, tu arrives à compléter. Ouais, et aussi, exactement, et petit détail, parce que pas beaucoup de gens y pensent, quand tu fais ça, et peu importe l'outil que tu utilises, que tu le fasses à travers Derrick, qui fait ça directement dans Google Sheet, ou que tu scrapes sur LinkedIn avec des outils tiers, Phantom Buster, Captain Data, à ce que tu veux, on pense jamais une chose, c'est qu'en réalité, on n'est pas en capacité d'adresser l'ensemble des profils disponibles sur LinkedIn, mais uniquement ceux qui sont des contacts de premier, deuxième et troisième niveau. Mais en réalité, il y a toute une partie des profils qui sont au-delà de ça et qu'on ne verra pas en passant par là. Et la seule manière d'aller trouver ces profils, c'est de passer par une recherche custom avec du Google Dorking sur Google. Ouais. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut... Tu utilises des recherches booléennes sur Google, hein, c'est ça? Exactement. Et là, tu retrouves des profils qui ne sont pas présents quand tu passes par ton compte à toi. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne astuce, surtout pour, j'imagine, si tu me disais qu'il y a des profils assez peu digitalisés, donc quand bien même ils vont être sur LinkedIn, ils vont avoir assez peu de relations, ce qui va minimiser tes chances d'être en deuxième ou en troisième degré de relation avec eux. Et là, la seule solution que tu vas avoir, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est de passer par Google. Exactement. Donc enrichissement avec Derrick, complément avec du Google Dorking pour pouvoir récupérer avec donc une recherche booléenne les profils qu'on n'aurait éventuellement pas trouvés. Quand on voyait qu'on avait des trous, on a fait ça à la main. Donc c'était vraiment artisanal. Et puis une fois qu'on a eu fait ça, on a tenté d'enrichir avec les emails nominatifs pro en passant par Drop Contact. Le problème qu'on a rencontré à ce stade-là, c'est qu'on a retrouvé 0 email. Zéro, aucun. Pour une raison, alors on a discuté assez longuement avec Denis, le CEO de Drop Contact, que je connais bien. On a cherché et en fait, il y a une problématique qui est très particulière et qui n'existe que dans vraiment quelques rares boîtes. C'est que Leclerc n'a pas d'adresse, leurs adresses pro ne sont pas en .com, en .fr, en .u ou autre chose, c'est du .Leclerc. Donc c'est un cas de figure qui n'est pas géré parce que tellement marginal par la plupart des outils. Même Drop Contact, qui pourtant est le meilleur du marché aujourd'hui. Et donc, on se retrouvait avec que des catch-all. Donc, on savait qu'ils étaient tous faux. On les a testés derrière, on savait que ça ne marchait pas. Donc là, tu es bien embêté. Et du coup, on s'est dit, comment on peut faire? Parce qu'on a des profils LinkedIn, mais pas suffisamment. Et ça, c'est quand même un problème. Donc, il va falloir essayer de trouver des solutions pour identifier s'il n'y a pas d'autres emails. Donc, on a rappelé notre client, on leur a demandé à leur connaissance s'il y avait des formats d'email qu'on ne connaissait pas, qui étaient particuliers. On a creusé un peu plus sur la structuration du réseau Leclerc pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Moi, je suis allé faire à titre perso 2 interviews de directeurs de magasins Leclerc à côté de chez moi pour essayer de glaner de l'info. Donc, on est reparti sur le terrain, pour le coup. Et j'ai cru et en fait, ça m'a permis de comprendre que en fait, Leclerc était au moment où on a fait la campagne,
étaient dans une phase de transition marketing parce qu'ils avaient, depuis 3 mois avant qu'on commence, ils avaient basculé en point Leclerc, ce qui ne nous arrangeait pas. Et que c'était récent en plus. Ouais. c'était très récent. Ouais, et que la plupart des emails qui étaient attribués par la maison mère, par la structure Leclerc, à chacun des directeurs et propriétaires de magasins, n'avaient pas encore été set-up par la plupart des gens. Ok, compliqué. Donc, méga galère. Et donc, on leur a dit, bah, mais ok, mais du coup, habituellement, comment vous communiquez par email? Et là, on a compris, en fait, Leclerc fonctionne par regroupements régionaux avec ce qu'ils appellent des SCAP, des SCAPA, c'est des acronymes pour définir des regroupements d'hypermarchés Leclerc par région. Et c'est une espèce donc c'est des espèces d'entités régionales qui ont leur propre fonctionnement et qui ont des emails rattachés. Et c'est pas les mêmes selon les régions. Donc il a fallu aller rechercher tous les formats de ces noms de domaine, des emails probables, faire des tests. Et on a fait un truc, on est allé chercher dans des outils un petit peu plus dark, et notamment un outil qui s'appelle phonebook.cz, qui dépend d'une boîte qui s'appelle Intelligence X, et qui permet d'aller choper dans des leaks, dans le dark web, dans différents trucs, des emails qui peuvent traîner. Et donc, grâce à ça, on a retrouvé plein d'emails qui n'étaient pas tous bons, mais qui nous a permis d'avoir comme une base de travail côté email qu'on n'avait absolument pas avant. Et il a fallu faire le tri parce que dans tous ces emails, il y en avait qui étaient des emails génériques du type accueil, @scapa.nord, machin. Enfin, bon, c'était un peu galère. Est-ce que tu as eu besoin à ce stade-là, une fois que tu as trouvé ces emails, de faire le rattachement? Tu me parlais des entités régionales, etc. Est-ce que ça faisait sens de le rattacher à chaque fois à une entité régionale, ou est-ce que tu n'en avais pas besoin à partir du moment où de toute façon tu avais tes prospects qui étaient identifiés et tu considères que si tu arrives à lui rattacher à minima une adresse mail, le job est fait? Ouais, on a essayé de faire le max, c'est-à-dire de dire on est allé chercher quand on trouvait une adresse qui était fonctionnante sur les points Leclerc, parce que quelques-uns l'avaient set-up, donc celle-là, on les gardait. On cherchait une adresse complémentaire dans tous les cas avec les formats des structures régionales. Et dans certains cas, il y en avait même 2 par profil, parce qu'il y en avait qui avaient des doublons d'adresses. Donc, on prenait tout ce qu'on avait et on faisait des tests. Et on a essayé d'aller vraiment au bout pour avoir le maximum de data, parce que, in fine, sur 400 magasins, ce qui est déjà pas beaucoup comme audience, on s'est retrouvé, tu vas le voir, avec une audience adressable d'un peu moins de 200 personnes, 150 exactement. Donc, et ça, c'est avec tous les efforts qu'on a fait. Ouais. Bon, voilà. tu partais de loin, donc finalement, très, même très loin. si ça paraît peu, c'est déjà pas mal au final. Tu as grosso modo 40% de tes contacts, donc ok. Exactement. Et juste pour donner une idée, c'est que ce travail-là s'est fait sur un temps qui a duré globalement à peu près 2 semaines, avec des échanges répétés entre les équipes du client qui nous distillaient des infos au compte-gouttes parce qu'un coup, ils se rappelaient que bon, c'était pas simple. Ouais, j'imagine, pas simple. Ok. Donc, voilà. Première étape, après la phase d'ICP et de persona, une étape d'enrichissement assez compliquée. Hyper galère, mais en même temps hyper challengeante, où on a dû mettre les mains dans le cambouis vraiment beaucoup, mais en même temps, c'est très intéressant de faire ça. Ouais. Et donc, c'est ce que je disais, enrichissement avec Google en faisant du dorking, et on en a récupéré quelques-uns comme ça. Donc, la séquence, alors on a utilisé la Growth Machine, qui est un outil qu'on utilise principalement. Moi, je suis partenaire sur la Growth Machine, donc la Growth Machine, des fois, m'envoie des clients qui ont besoin d'être accompagnés pour mieux maîtriser et adopter l'outil avec plus de performance. Donc, on est quelques-uns vers qui la Growth Machine renvoie, et donc on est partenaire, on fait de l'affiliation aussi sur la Growth Machine. On le fait sur cet outil-là, pas que, mais principalement parce que c'est pour moi l'outil le plus abouti en matière de prospection B2B multicanal. C'est aussi l'outil le plus safe, qui permet véritablement de sécuriser des comptes LinkedIn, ce qui n'est pas le cas avec d'autres outils qui fonctionnent en cloud ou sous forme d'extension Chrome. Donc, on a, nous, le souci à la fois d'avoir des outils performants qui ne bug pas, c'est le cas ici, et en même temps qui sécurisent les comptes clients, parce qu'on ne peut pas se permettre de cramer des comptes LinkedIn quand c'est pour des grosses boîtes ou même pour n'importe quel client. Voilà. Ouais, ça te retombe dessus. Ouais. Et, exactement. Façon, et puis on en avait déjà discuté, j'aime beaucoup aussi. Hein.
Ouais, ouais. Et puis au-delà du fait que ça peut nous retomber dessus, c'est surtout que pour le client, c'est problématique. Et l'objectif, Ouais, c'est de bien lui sûr. amener du contentement et pas de la galère. Ouais, et puis assez simple sur la mise en place de workflow multicanal, réellement multicanal. Et réellement Euh, custom, parce que là, on peut hmm. vraiment faire ce qu'on veut. On n'est pas contraint par des templates. Nous, on utilise la version la plus chère et qui nous permet d'être vraiment 100% libre sur la création des campagnes. Et du coup, on peut faire des choses un peu créatives et c'est ça qui est intéressant. Ouais, ok. Donc, en termes de stratégie, ce qu'on a choisi de faire, nous, c'est d'adresser en premier lieu les profils directeurs et directrices dans une campagne multicanal qui mixait de l'email et de LinkedIn. Et puis, pour tous les ACP qui étaient non répondants, c'est-à-dire tous les profils directeurs qu'on n'arrivait pas à avoir, on allait ensuite créer une deuxième séquence. Alors, j'ai dit qu'on avait fait une campagne, mais en fait, c'est une campagne en 2 temps. C'est une campagne. Alors, je vais ici montrer toute la partie directeur et pas propriétaire, parce que ça aurait été trop long. Mais globalement, en fin de campagne directeur, tous ceux qui répondaient pas du tout, on les poussait. Et tu vois que le copywriting a été travaillé en ce sens pour faire le lien. Et on les poussait dans une campagne où on avait les emails et les profils LinkedIn des propriétaires. On les adressait en disant j'ai pas réussi à joindre ton directeur, mais c'est pour ça que je te contacte. Ok, ouais, ce qui te permet d'avoir une suite fluide et en plus, tu as un déclencheur pour Exactement. lancer ton Exactement. premier message. Ok, et tu Et me puis, disais, si tu as choisi les directeurs en priorité versus les propriétaires, c'était une question de pouvoir de décision, c'est ça? c'était à la fois alors c'était lié au fait que nous, on a identifié le fait que les directeurs étaient beaucoup plus dans l'opérationnel et que c'était principalement eux qui allaient être intéressés pour benchmarker la solution qu'on leur propose, qui étaient vraisemblablement déjà au courant, qui peut-être avaient déjà identifié le produit ou utilisé un autre type de borne qui transforme la monnaie en bon d'achat, et que de l'autre côté, le propriétaire était celui qui finalement relevait les compteurs, qui était tout en haut de la pyramide, mais qui n'avait pas de véritable rôle opérationnel. Et que les Ok, adresser dans un deuxième temps, c'était une forme de réassurance pour nous, pour dire bah, éventuellement, ils vont nous rediriger vers la bonne personne. Parce que eux ne ok, vont pas ok. traiter Donc, ça directement dans 90% des cas. Donc ok, oui, donc ça l'objectif, fait sens de ouais, faire ouais, comme ça ça. faisait sens de commencer par les directeurs et pas par les propriétaires. On savait qu'on allait avoir beaucoup moins de retours et d'ailleurs ça s'est vérifié dans les campagnes. Donc objectif, bah, créer un effet icebreaker pour maximiser le nombre de replies, générer de l'ouverture à la conversation, identifier aussi le niveau d'équipement actuel d'élite parce qu'on savait que ce sujet des bornes, ce n'était pas un sujet qui était nouveau pour les magasins, mais comme il y avait déjà quelques acteurs sur le marché, l'idée c'était de comprendre où ils en étaient sur ce sujet. Et puis, dernière chose, Ok. évidemment, évaluer l'intérêt d'élite pour les bornes de notre client versus les autres qui existent déjà et qui peut-être avaient été équipés. Parce que le taux d'équipement Voilà, est assez important sur ces bornes. disons Est-ce qu'il que y, tu il y avait as des acteurs. constaté qu'il y a beaucoup Ouais, d'acteurs on avait déjà qui étaient déjà implémentés? ouais, on avait ces données-là grâce à notre client qui nous a expliqué qu'en gros, il y avait à peu près 50% des magasins qui étaient déjà équipés de bornes, mais 60% d'entre eux, 60% de ces 50%, avaient des bornes qui étaient relativement obsolètes sur des machines de concurrents qui dataient déjà d'il y a presque 10 ans et qui ne faisaient pas forcément aussi bien ce que eux faisaient et surtout pour lesquels le modèle économique était beaucoup moins intéressant. D'accord, ok. Donc, il y avait un vrai avantage à aller taper ces clients-là, même s'ils étaient déjà équipés. Ok, ouais. Et puis d'où l'intérêt de qualifier aussi, comme tu nous l'expliquais. Exactement. Donc, notre séquence que je vais détailler. Donc, on a commencé par. Alors, donc, la séquence dit bah voilà, si tu as l'email principal, ce nous on appelait l'email pro, mais en réalité, c'est l'email principal qu'on a pu glaner. Bah, si c'est oui, on envoie un premier email, c'est notre email icebreaker. Si au bout de 2 jours, on n'a pas de réponse, on envoie un deuxième email. Et si après 2 jours encore, on n'a toujours pas de réponse, à ce moment-là, on regarde s'il y a le profil LinkedIn. Si ce Ok, n'est pas le cas, on envoie un troisième email. Et puis, s'il n'y a toujours pas de réponse, on envoie, si on a seulement l'email complémentaire dont je parlais, les emails régionaux, à ce moment-là, on enverra une variable du troisième email pour essayer de créer un effet break-up. Ça, c'est côté d'accord, email. ok. Évidemment, ça, c'est ce que je viens de montrer. Si au premier email, ça bounce, on ne cherche pas à comprendre. Direct, on regarde si on a le profil LinkedIn. Et si ce n'est pas le cas, bon, bah, on renvoie vers le deuxième email. Là, ça risque de bouncer au deuxième. Et dans ces cas-là, au troisième, on shoot avec l'email complémentaire. Et puis, si on n'a pas l'email pro, évidemment, on va directement Je regarde vérifier si on a un profil sur le LinkedIn. LinkedIn. Ok, Voilà. Côté LinkedIn, du coup, si on a le profil LinkedIn,
Et si c'est déjà un contact, si c'est oui, bah, on envoie direct un message. Si c'est pas un contact, on fait une demande de mise en relation. Et durant les 7 jours qui suivent, si l'invitation est acceptée, on envoie le premier message. Si Ok. 2 jours... Ouais, dis-moi. J'étais en train de réfléchir par rapport au fait que si la personne est déjà en contact, tu lui shootes ton message 1, Ouais. ce qui voudrait dire que du coup, le profil que tu utilisais comme expéditeur sur cette séquence, bah, C'est potentiellement, il un... pourrait déjà être connecté avec ces personnes. Comment est-ce que Exactement. tu Ça, c'est gères un élément... ce cas de Ouais, c'est figure? un Parce élément que que j'ai pas précisé. Tu as raison de m'en ouais, parler. En fait, on a synchronisé le compte du directeur commercial de leur boîte sur la Growth Machine. Donc, c'est à partir de son compte LinkedIn et de sa boîte mail que cette séquence est shootée. ouais, Donc, il y a une probabilité pour que dans ses contacts LinkedIn ou dans ses contacts email, il ait déjà une partie des prospects. C'est pas une info qu'on a pu avoir de façon très très ordonnée pour une raison qui peut paraître un peu abstraite quand on est dans un écosystème tech et d'autant plus surprenante quand on est sur des grosses boîtes. Mais à date, au moment où on a fait la séquence, ils n'avaient pas de CRM. d'accord, ok. Donc ils étaient en train de benchmarker différents CRM. Je crois qu'au final, ils ont choisi HubSpot. Mais donc, tu vois, on était vraiment dans un truc très très tradit où bah, même cette information-là de qui sont déjà vos clients, qui ne le sont pas, c'était une info qui était disponible, qui était compliquée à récupérer et qui ne pouvait pas être vraiment spécifiée ici. Et donc, pour Ouais, répondre à non, ta mais question, ouais, je te disais ça parce que moi, j'ai parfois le cas de figure, tu vois, où j'ai effectivement des profils expéditeurs qui vont potentiellement déjà être connectés avec certaines de mes cibles. Et en fait, ce que je oui, cherche à éviter, c'est le côté, par exemple, je vais te dire une bêtise, mais je pense que c'est le cas le plus commun, mais celui où tu vois la personne alors qu'en réalité, les personnes se connaissent et peut-être se tutoient. Il y a ce genre, ça reste très marginal, hein, en réalité, on n'a c'est pas eu très ce minoritaire, problème-là. mais il y a ça. Ouais. Ouais, mais Ok, tu as entièrement raison. C'est un point qui peut être complètement important. Il se trouve que dans le cas de notre client, ils n'avaient jamais fait de prospection par LinkedIn et que quand ils étaient connectés sur LinkedIn avec des gens qui étaient dans leur même écosystème, c'était 8 fois sur 10 des gens qui étaient des potentiels prospects, mais pas déjà des clients. Ils n'avaient pas le réflexe en ok. fait de connecter leurs clients sur LinkedIn. Donc on était vraiment sur une approche ultra tradie et on n'a pas eu ce souci-là. Mais tu as 1000 fois raison, c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter quand ça peut être le cas. Ok, très Du clair. coup, après le premier message, si pas de réponse au bout de 2 jours, deuxième message, classique. Si pas de réponse au bout de 3 jours, dernier message LinkedIn. Alors, comme tu peux l'observer, moi, je ne laisse pas beaucoup de temps entre chaque message Ouais, parce qu'en fait, j'aime bien créer des séquences assez ramassées. J'ai souvent observé que l'approche un peu classique qui est de dire plus on avance dans le temps, plus on rallonge en réalité les écarts entre chaque message. Moi, j'ai trouvé que c'était pas très pertinent et qu'en fait, les gens en fait oubliaient et c'était compliqué de faire le lien d'un email à un autre parce qu'il y avait des écarts de temps qui étaient parfois trop importants. Donc, ouais, et puis ton on a prospect tendance à doit faire des faire séquences. l'effort à chaque fois ton Exactement. prospect doit faire l'effort de se remémorer ton message, alors que Exactement. là, tu minimises ces risques, ouais. Ok, Exactement. intéressant. Donc, ça limite cette friction-là à ce moment-là. Alors, c'est des détails, mais nous, on observe que ces petits détails, des fois, peuvent faire la différence. Du coup, si après 5 jours, il n'y a toujours pas de réponse à ce dernier message LinkedIn, et si on a l'email complémentaire, à ce moment-là, on shoot le dernier email. Donc Ok. là, on a une Qu'est-ce que tu séquence qui est à entends la fois... exactement par... excuse-moi, je te Ouais, coupe. Qu'est-ce que tu entends? non, vas-y, vas-y. Je suis pas bien sûr de comprendre ce que tu entends ici par email complémentaire par rapport au premier email que tu as en étape Ouais. 1. L'email 1, c'est quand on a réussi à trouver un email point Leclerc en faisant des tests à la main qui ne semblait pas bouncer et qu'on a conservé Ok, et qui ont été shootés en premier lieu. Et le deuxième email que tu vois en bout de séquence, c'est l'email avec l'attribution de la structure régionale. d'accord, ok. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux entités Ouais. régionales, Donc, etc. Ok, on se retrouvait avec potentiellement par ligne un profil LinkedIn uniquement ou un profil LinkedIn plus un email principal ou un profil LinkedIn plus un email principal plus un email secondaire. d'accord, ok. Et dans ce cas de figure-là, si en bout de séquence, après le passage classique email plus LinkedIn, il n'y a pas de réponse, on faisait une dernière tentative sur l'email complémentaire. Ça OK? marche, ok. Donc, tu as un dernier email qui,
qui arrive à la toute fin et qui est ton quatrième email, hein. Est-ce que c'est le... Enfin, je pense que Exactement. tu nous le montreras tout Ça, à l'heure il dans est le différent. copywriting, mais Il est différent. il est bien différent de celui qu'on voit en bas à gauche. Ouais, ok. Exactement. Donc voilà comment est structurée la séquence, qui nous permet donc d'avoir une approche à la fois email ici, une approche Ouais, LinkedIn et donc au global, une approche multicanal qui est englobée dans une seule et même séquence. C'est tout l'intérêt des outils comme la Growth Machine. ok. Et ça, Écoute, vraiment, top, très juste clair, faire un Florent. micro-point là-dessus. Nous, on observe vraiment que le multicanal aujourd'hui, c'est indispensable. Et alors, Mm. il y a des schémas sur lesquels on peut faire juste du LinkedIn ou juste de l'email. Des fois, ça peut être pertinent, mais quand on est notamment sur des problématiques ABM, des schémas de cycle de vente un peu longs, et quand on a aussi des difficultés en termes de volume, de récupérer les leads, c'est d'autant plus pertinent d'aller sur du multicanal. Oui, puis c'est aussi pratique pour gérer déjà, un peu comme on le voit dans ton workflow, tous les cas de figure où tu n'aurais pas d'email, ça t'évite de refaire une séquence à part où tu vas les adresser et où tu dois le suivre à travers deux séquences, ce qui complique le travail d'analyse. Là, tu peux l'analyser au sein d'une même campagne et c'est vrai que c'est très pratique. Exactement. Et moi aussi, c'est ce que je privilégie. Et dernier point là-dessus, parce qu'on me pose souvent la question, nous, on fait toujours un enrichissement préalable avant de mettre les leads dans la Growth Machine avec Drop Contact, alors que Drop Contact, leur Je le API est fais déjà. directement intégré dans la Growth Machine. Donc, on me dit souvent, mais pourquoi tu fais ça alors que l'enrichissement peut se faire dans la Growth Machine? Et je parle de ça parce que c'est souvent un truc qui est mis de côté, c'est que oui, ça permet d'aller plus vite sur l'enrichissement, mais en fait, ça rallonge les démarrages de campagne parce qu'il y a cette partie enrichissement qui prend un peu de temps. Et en plus, en faisant ça, on ne s'oblige pas à aller vérifier à la main les fichiers qu'on a scrappés. Et souvent, on se retrouve avec des faux positifs. Et nous, c'est ce qu'on essaie vraiment d'éviter pour vraiment éviter le côté spam et déceptif des gens qui se font sursolliciter pour rien. Et donc, on clean nos fichiers à la main, on fait l'enrichissement en uploadant tout ça dans Drop Contact au préalable et on injecte l'audience dans la Growth Machine avec déjà l'audience enrichie. Donc, ça nous permet aussi, quand on crée la séquence, de savoir quelle est notre part d'email utilisable et du coup, on peut orienter la structure de la séquence plus ou moins vers LinkedIn en fonction de ce qu'on sait de la data dont on dispose. Ce que tu peux du coup pas faire quand tu fais l'enrichissement dans la séquence, Ouais. finalement, tu fais un pari sans savoir. Donc nous, on aime bien maîtriser ça de bout en bout et on préfère vérifier ces éléments en amont. Ok, super intéressant. Moi, je t'avoue que je le fais pas à chaque fois. Parfois, j'enrichis directement avec la Growth Machine. Parfois, effectivement, j'aime bien le savoir en amont, soit pour les raisons que tu as évoquées, soit pour d'autres raisons où j'ai besoin de faire d'autres types d'enrichissement et où Bien j'ai sûr. besoin en première étape de l'email. Mais, euh, mais sinon, complètement d'accord avec toi sur le fait que ça fait sens. Et c'est vrai que j'avais pas cette vision des choses sur le côté. Voilà, ok, j'ai pas beaucoup d'emails, je veux davantage orienter ma stratégie de prospection vers LinkedIn. Je trouve que ça fait carrément sens, ouais. Voilà, du coup, voilà comment on procède. Donc là, on rentre dans la partie copywriting. Donc, premier Yes. message, premier email. L'idée ici, c'était de créer une structure assez classique, une structure AIDA, pour essayer, alors qu'on a un tout petit peu custom dans l'approche, pour essayer de créer un premier niveau d'intérêt. On a volontairement, sur cette premier email, essayé des choses un peu classiques pour voir si ça fonctionnait, parce que comme c'était vraiment une première campagne d'itération, on n'a pas voulu commencer par le plus compliqué sur ce premier message. Donc, partie attention. Donc, l'idée là, tu vois, en passant récemment par votre centre Leclerc 2, et là on met le magasin concerné, je ne crois pas avoir noté la présence d'une bande de transformation de pièces en bon d'achat. Alors, évidemment, on ne savait pas s'il y avait déjà des bornes ou pas, mais le fait de dire je suis venu dans votre magasin, ce qui n'était pas vrai, j'ai pas vu de borne. Ça a provoqué ce qu'on escomptait, c'est-à-dire des réponses de gens qui nous ont dit bah oui, effectivement, j'ai pas de borne parce que blablabla, et ça ouvrait la conversation. Soit des gens qui nous ont dit bah vous avez du mal voir parce qu'en fait, on a une borne qui est Ouais. une borne de telle marque et du coup, ils nous filaient l'info. Donc, dans tous les cas, c'était pertinent parce que soit les gens nous disaient bah non, j'en ai pas et ça ouvrait la conversation, soit ils en avaient déjà et on avait l'info. On pouvait quand même relancer en disant ouais, mais attends, est-ce que ta borne blablabla. Donc, Ouais, c'est c'est super intéressant, hein. une manière assez Et concrète. Ouais. surtout, tu dis je ne crois pas.
Ouais, Ce qui fait que tu fermes pas complètement non plus, et du coup, t'as pas un effet désagréable pour la personne, parce que quand bien même elle va te contredire, ce qui d'ailleurs t'arrange puisqu'elle te donne l'info, exactement. tu n'as fait que dire je ne crois pas, Oui, ce que tu tu peux minimises très le risque bien là-dessus. être passé à côté, donc ça peut arriver. Bien sûr. Et Hmm. donc, cet argument-là est celui qui, je crois, a le mieux marché. Deuxième étape, dans le copywriting, on lui dit, voilà, j'ai pensé que le sujet pourrait vous intéresser car les autres Leclerc que nous équipons déjà chez, et là on a mis le nom de la boîte, les retours sont très positifs. Et dans le contexte inflationniste actuel, j'imagine que redonner du pouvoir d'achat à vos clients est un véritable enjeu. Donc là, on essaie de générer de l'intérêt en utilisant deux choses. Un argument d'autorité pour lui dire, bah, en fait, on bosse déjà avec des gens de ton groupe et tu peux aller voir bah, les autres Leclerc, ils sont super contents. Donc ça, c'est plutôt un élément de réassurance pour toi. Et puis, bah, on lui donne un argument de contexte en lui disant, en plus, dans un moment qui est très inflationniste, où les gens ont besoin de retrouver du pouvoir d'achat, bah, toi, tu amènes à quelque chose qui est un peu game changer, en tout cas qui a un vrai avantage concurrentiel pour tes clients. Donc, c'est deux arguments qui peuvent potentiellement vraiment toucher le directeur. Ok, et Et, juste là sur, ouais, simplement pour préciser, hein, peut-être pour que ça soit très clair, dans ce paragraphe intérêt, on voit que ta compagnie, c'est pas un champ variable, hein. Là, c'est simplement le nom de ton client que tu as souhaité anonymiser, exactement. mais c'est toujours le même nom du client, forcément. Exactement, c'est le nom de notre client qui apparaît là, exactement. C'est Ok. moi qui l'ai modifié là pour notre podcast. Et puis, dernière partie du copywriting, enfin avant-dernière, on essaie de créer un petit effet, alors que j'ai indiqué comme vanité, mais qui peut être aussi un effet de porte-à-faux. On lui dit, j'avais initialement prévu de contacter ton boss, le propriétaire, mais j'ai pensé que Ouais. c'était peut-être toi qui t'occupais de ce sujet. Donc à la fois, on lui dit, on lui laisse entendre qu'on avait prévu de contacter le big boss, mais qu'en fait, on s'est ravisé parce que on s'est dit que sur ces sujets-là, c'était lui le décisionnaire. Donc ça, c'est un élément de vanité. Et en même temps, on le met un peu en porte-à-faux, en lui laissant comprendre que peut-être on a aussi le contact de son propriétaire et que s'il répond pas, on va le contacter. Ok, et puis en plus, ça te permet d'ajouter un élément de personnalisation à ton Exactement. email. Ouais. Alors ça, c'est un truc qui est très clair, c'est que sur cette séquence-là, là, on a été bon sur ça, je crois. C'est que les messages n'ont jamais été perçus comme des messages automatisés. Ouais. On a été trop spécifique dans Ça, c'est top. Ça, l'approche c'est une pour belle que. victoire Ouais, déjà. Mm. ouais, c'est pas toujours facile, mais là, on a vraiment fait le job pour que ce soit pas le cas. Et donc, évidemment, on finit par un call to action pour essayer de provoquer la réponse avec une question courte qui appelle une réponse directe, oui ou non. Voilà, assez Très simple classique. à répondre, demande très peu d'énergie. Et excuse-moi, je voulais Exactement. juste qu'on revienne très rapidement sur Ouais. l'objet que tu as utilisé. Je vois que déjà, tu as marqué, donc tu as le re avant ton objet de mail qui pourrait laisser penser du coup que c'est la Oui, suite je d'une l'ai pas conversation. montré. J'imagine que c'était C'est ça. volontaire, ouais. Ouais, ouais. Oui, je te l'ai pas dit. Donc, le sujet, suite contact avec le propriétaire. Donc, on lui laisse Ok, entendre qu'on a déjà contacté le propriétaire. ok, très Ça, c'est vraiment intéressant. pour essayer de mettre le pied dans la porte pour lui dire, en fait, on est Ouais, déjà chez toi, on est déjà en conversation. Et alors, petit détail, il y a eu quelques cas où on n'avait pas le nom du propriétaire parce que c'était pas identifiable même dans les sirènes et avec les sirènes. Et on a mis le nom du collaborateur le plus proche hiérarchiquement dans ces cas-là. Ça pouvait être le d'accord. Et ça directeur FI. fonctionne. Ouais, Ouais, la séquence fonctionne de toute façon que ce soit le nom du propriétaire bien ou le sûr. nom d'un directeur financier. Ouais, C'est ok. juste voilà, la variable que tu as mis dans ton Google Sheet qui va faire foi et ça fonctionne dans tous les cas. Ok, Deuxième super message. intéressant. Ouais, deuxième message, donc sujet complément d'infos, et là on reprend le nom de sa boîte à lui, donc son magasin, plus le nom de notre client, et on lui dit bonjour prénom. En complément, voici un extrait du journal de France 2, dans lequel, alors ça c'était le directeur général de notre client, la boîte Ok, de notre client, on met son nom juste après, était récemment interviewé dans le magasin Leclerc de Levallois, Ouest, au sujet de nos bornes. Et là, on montre les avantages, etc. Donc là, dans cette structure qu'on a appelée nous réassurance, avantage, action, l'idée c'était de créer donc dans un premier temps un climat et un contexte de réassurance en prenant appui sur un reportage média qui était très impactant. Journal de 20 heures de France 2, c'était
la vidéo qui était la plus vue chez eux et qui générait le plus d'impact. Donc, on s'en est servi à cet endroit-là pour essayer de donner vraiment un peu de contexte et dire, voilà, on n'est pas des charlots, on est les leaders sur le sujet et si tu veux te faire une idée, voilà comment on est perçu dans les médias. Et puis ensuite, lister quelques avantages. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été une contrainte un peu pour nous parce que de prime abord, c'est pas quelque chose qu'on aurait fait. Parce qu'on essaye, nous, d'avoir une approche qui n'est pas orientée vente. Et j'en parle très, très souvent. On essaie de jamais être trop dans le commercial. Mais là, on avait une contrainte, c'est que le client tenait absolument à ce que ces éléments soient un moment présents dans le copywriting. Donc, on a essayé de trouver la meilleure manière de l'amener. Mais ce n'est pas de prime abord ce que nous, on aurait fait. Mais on a dû faire avec cette contrainte. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, maintenant, tu as quand même réussi à l'amener de façon très succincte. On a essayé, c'est pour ça d'avoir un que... gros pitch paragraphe énorme. Ouais, alors ça, moi, jamais je fais. Et si je dois le faire absolument, je préfère faire quelque chose de très, très radical, des bullet points, quelque chose le plus court possible, parce que globalement, c'est plus lisible pour les gens et tomber dans la paraphrase ou dans des choses alambiquées pour se donner de la contenance ou donner l'impression qu'on a une forme de passage à l'écrit qui est plus élitiste et quelque chose qui ne marche pas. C'est contre-intuitif, mais ça ne marche pas. Ouais. Surtout sur du mail. Ouais, surtout sur du mail. Et donc, dernier élément, fini par un call to action qu'on espère impactant. On lui dit, seriez-vous partant pour faire un test in situ dans votre magasin, où là, on lui laisse planer l'idée que peut-être il pourrait tester ça et que peut-être c'est gratuit. Alors, ce n'est pas le cas. Mais on laisse planer un peu le doute en disant, tu pourrais faire un test. Donc, c'était une idée pour dire, ben voilà, si tu veux en savoir plus, on peut peut-être en discuter pour ton magasin de tel endroit. Ok, donc là, tu montes crescendo dans le côté engageant de tes call to action. Le premier email, c'était pas vraiment un call to action, mais plutôt, enfin, ça reste pour moi quand même un call to action, dans le sens où ça appelle une réponse, mais c'était très peu engageant. C'était oui, non, par rapport, est-ce que c'est ton contact est la personne qui gère ces sujets. Sur ton deuxième email, là, c'est un peu plus engageant parce que tu demandes à la personne si elle est partante ou pas pour faire un test. Ouais. Et du coup, j'attends de voir ensuite sur le reste des call to action si ça suit cette structure ou pas. Tu vas voir. Du coup, troisième email, donc deuxième follow-up, mise en relation. Et là, en fait, on avait récupéré un troisième custom attribute qui était un tiers dans l'équipe. Et on lui disait, bah, je vais contacter directement telle personne. Donc, bonjour prénom. N'ayant pas eu de retour, je suppose que ce n'est pas vous qui gérez le sujet en interne. Navré pour le dérangement. Je vais contacter directement machin. Si c'est une autre personne qu'il faut plutôt joindre, pourriez-vous m'indiquer de qui il s'agit? Une structure break-up, assez classique. Créer un effet de rupture en invoquant une erreur de destinataire. Générer un effet de porte-à-faux en invoquant une future prise de contact avec le N+1. Voilà. Et call to action, autre destinataire, pour dire, bah, écoute, si jamais c'est pas toi et que tu veux me dire qui, bah, n'hésite pas à me le dire. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est assez classique comme approche. Mais ça a fonctionné, tu vois, on a eu 11% de reply. C'était pas déconnant, donc comme quoi, des fois, des choses simples fonctionnent. Ouais, puis tu as des gens qui se réveillent entre guillemets un petit peu là-dessus, et puis de toute façon, ça reste dans tous les cas une relance. Et tu as des gens qui ont simplement pas eu le temps jusque-là d'y répondre, et c'est l'occasion pour eux de le faire. D'ailleurs, à ce sujet-là, on a tendance, autant les relances pour les relances, quand c'est un peu trop tout fait à l'ancienne, c'est-à-dire bonjour monsieur, bonjour machin, n'ayant pas eu de retour de votre part à mon précédent email, je me permets de vous relancer avec une espèce de petite pointe d'humour qui marche en général jamais, en essayant de, tu vois, ça sert à rien. Dans ces cas-là, vaut mieux dire, enfin de mon point de vue, bonjour, est-ce que vous avez bien reçu mon dernier email? C'est plus simple. Ça fait le même job, mais au moins, tu vois, c'est hyper court. Et c'est plus naturel que d'essayer de jouer sur la culpabilité, ce qui marche évidemment pas, et qui te fait plus passer pour un chieur que pour quelqu'un qui juste veut s'assurer que tu as bien reçu le dernier message. Ouais, le côté culpabilité, en effet, je suis 100% d'accord sur le fait qu'à éviter totalement. Bah, bien sûr. Et de toujours partir du principe que de toute façon, personne ne te doit réellement de réponse. Exactement, personne ne te doit rien, c'est toi qui viens déranger les gens, donc tu vas pas en plus essayer de les faire culpabiliser, ça, enfin, en tout cas pas comme ça. Ouais, je suis d'accord. Voilà, la variable d'email, quand on a, donc c'est l'email secondaire quand on n'a pas réussi ni par email ni par LinkedIn à les solliciter.
Donc Ouais. là, sujet un peu différent, mais comme si c'était, bon, petit trick classique, comme si c'était une réponse à un message. Borne, et là, c'est le nom de la boîte, fois le nom du client. Bonjour, prénom. J'ai tenté de vous joindre par email sur, et là, on met l'email principal, mais je n'étais pas sûr que l'adresse était bonne. Je voulais échanger avec vous un instant au sujet de nos bornes, blabla, qui transforme la monnaie client en bon d'achat magasin. Vous avez peut-être entendu parler de nous dans les médias. Là, c'est le lien qui renvoie vers le journal de Vers le 20 heures. reportage. Voilà. Soyez-vous disponible pour un rapide échange par téléphone. Donc là, la structure, comme structure break-up. Je n'ai fait un effet de break-up avec l'argument mauvaise adresse email. Une explication courte du motif de la prise de contact. Ça paraît pas toujours utile, mais au moins là, ça permet de repositionner le contexte de façon claire et courte. Et puis, générer en dernier lieu un peu de réassurance et un appel à l'action en disant bah, regarde, c'est nous, regarde dans les médias. Et puis, si tu veux qu'on en discute, eh ben, appelons-nous. Ok, Tu remarques, super. ouais, Ouais, je moi, ce que vais te j'aime. dire, tu remarqueras qu'il n'y a pas de lien Calendly. Oui, Jamais. oui, oui, le gros sujet, Mm. gros sujet, le lien Calendly, effectivement. Je Mais ne suis pas moi, ce contre, que. hein. Mais là, ça Ouais, ne faisait pas sens parce que on voulait tester véritablement de l'intérêt et, euh, et puis le client n'était pas hyper à l'aise avec ça parce qu'elle s'est tradie et du coup, on ne l'a pas fait. Excuse-moi, je t'ai coupé. ok. Non, non, mais c'est intéressant d'avoir le fin mot de l'histoire là-dessus. Mais ce que je voulais dire, en fait, ce que je remarque sur les emails, c'est que alors, il reste simple, mais quand je dis simple, c'est un compliment de ma part parce que c'est toujours très compliqué de faire simple déjà. Ouais, Et, c'est compliqué. surtout qu'on cherche à rester concis et c'est effectivement le cas sur de la prospection. Mais en fait, je trouve que malgré cette simplicité, tu as vraiment, comme tu le disais un peu plus tôt, tu as très peu l'impression que c'est automatisé avec quelques petits champs variables qui sont Ouais. finalement assez simples, mais qui sont les adresses mail. Bah là, sur cet email, en l'occurrence, c'est l'adresse mail sur laquelle tu as essayé de contacter la personne auparavant. On a vu que tu avais des champs variables avec les propriétaires du magasin ou à défaut le directeur financier, etc. Et je trouve que tous ces éléments qui, voilà, encore une fois, finalement, sont assez simples, mais arrivent, je trouve que la personnalisation fait largement le job et que tu t'as pas vraiment l'impression que c'est un gros spam, quoi. Donc, C'est ce qu'on essaie très de compliqué faire. de le faire et on voit qu'ici, ça fonctionne bien. Ouais. Et pour ça, on a deux réflexes qu'on essaye d'avoir à chaque fois qu'on fait des campagnes. Le sujet que tu évoques, c'est vraiment, à mon avis, un des sujets les plus importants en copywriting. Euh, les gens sont habitués et savent maintenant, il y a des patterns donc qui sont, Ouais. que le cerveau humain identifie en une fraction de seconde. On sait que first name, company name, mais globalement, c'est une variable qui est très facile à automatiser. Donc, tu n'es plus du tout surpris, tu ne vois pas ça comme un élément de personnalisation. Quand quelqu'un te dit bonjour, prénom, j'imagine que chez company name, vous, blablabla, ça, c'est pas de la personnalisation. Ça, c'est la base de la base. Mais si tu veux capitaliser sur ça pour espérer donner l'impression d'un message personnalisé authentique, ça ne marchera pas. Par contre, Ouais. les autres variables, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la Growth Machine, c'est parce qu'il y a beaucoup de variables possibles avec les custom attributes et on peut jouer sur un tas d'autres trucs. Donc, il faut essayer d'aller chercher des variables qui ne sont pas forcément utilisées au quotidien pour générer cet élément de personnalisation, quitte à en créer avec les custom variables dans tes colonnes de ton Google Sheet, parce que c'est ça à l'arrivée qui va faire la différence. Et le deuxième point, ce que nous, on fait toujours avant de proposer un copywriting à valider au client, c'est que chaque message qu'on écrit, on se les dit à haute voix pour se dire si je devais dire Ouais. ça à un mec au téléphone, est-ce que ça marche? Après, on se les envoie par SMS et on se dit est-ce que ça marche? Est-ce que si je recevais ça par SMS, est-ce que ça peut fonctionner? Et Ouais, si ça ouais, ne je suis marche d'accord. pas, Moi, je le on fais, recommence. moi, je le fais par mail, tu vois, mais je trouve que le simple fait de copier-coller le message que tu as sur la Growth Machine, de te l'envoyer via un mail avec l'objet du mail que tu as choisi, le message reste le même, hein. Mais je sais pas, le simple fait de l'avoir dans ma boîte mail et de le voir comme ça, je le perçois différemment. Et ça m'arrive très souvent d'ailleurs de faire des corrections suite à ça, alors Oui. que je pourrais le faire directement sur la Growth Machine ou peu importe l'outil que j'utilise. Mais c'est vrai que tu as une mise en contexte qui est plus réaliste quand tu te l'envoies. Alors moi, j'ai pas testé sur du SMS ou
à haute voix, ça m'arrive parfois de les lire aussi à haute voix, mais je trouve que effectivement c'est un très bon exercice, ouais. Je trouve, et moi je me mets toujours dans la peau du mec qui pourrait pitcher ça au téléphone. Et ça, je pense que c'est de tous les exercices pour essayer de valider la pertinence du copywriting, c'est celui qui marche le mieux. Tu vois, si on te disait bonjour Florian, bah, j'ai tenté de vous joindre par email sur Florian outboundhouse.com, mais bon, j'étais pas sûr que l'adresse était bonne. Enfin, je voulais échanger un instant avec vous au sujet des bornes, blabla. Vous savez qu'ils transforment la monnaie client en bon d'achat. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de nous dans les médias. Vous soyez dispo pour un rapide échange par téléphone? Tu vois, ça marche. Ouais. Ça fonctionne d'un point de vue conversationnel. Et donc, on essaye à chaque fois de vérifier si on peut le dire comme ça. Et si ce n'est pas le cas, on recommence. Ok, bah, très, très bonne astuce, je pense. Ouais, c'est pas très original, mais quand on le fait à chaque fois, ça produit du résultat. Côté LinkedIn, alors premier message LinkedIn, alors comme tu peux le voir, ça n'a pas du tout marché en termes de stats. Le message était plutôt bien, mais c'est juste parce qu'on n'a pas atteint nos cibles sur LinkedIn parce que très peu digitalisé. Donc une structure un peu plus complexe, AIDA, mais avec en plus de la vanité, là on a tout mis, là. On a essayé des trucs, mais ça n'a pas marché. Je ne connaissais pas ces frameworks. Ah oui, non, mais c'est vraiment complètement inventé. Ça ne répond à aucune logique. C'est nous qui avons testé des trucs. Donc là, l'idée, c'était de briser la glace en lui disant, écoute, voilà, j'ai essayé de te joindre par email sans succès. Et en voyant que vous étiez sur LinkedIn, je tente ma chance. Bon. Ensuite, on lui dit, je vous explique, en passant récemment par votre centre Leclerc. Alors, comme il a déjà reçu des emails, probablement, on essaie de ne pas être trop redondant, mais on lui remet le contexte. On lui dit, voilà, je vous explique, en passant récemment par votre centre Leclerc de blabla, je n'ai pas repéré de borne qui transforme la monnaie de vos clients en bon d'achat. Ça, c'est pour essayer de provoquer son attention. J'ai pensé que le sujet pourrait vous intéresser, car dans nos magasins Leclerc partenaires, les retours concernant les bornes sont excellents. On reprend nos arguments d'autorité et de contexte. On lui remet l'argument du contexte inflationniste. Et puis, j'ai fait une erreur là, créer un effet de vanité. Donc ça, c'était pas au bon endroit. J'ai fait une erreur dans mes copier-coller tout à l'heure. Pas de souci. Donc là, le contexte inflationniste fait que renforcer leur attrait, le fait de redonner. Bon, ça, c'était un argument que le client voulait qu'on positionne. À mon avis, c'était pas utile de le mettre là. Ça servait à rien, mais le client, il tenait absolument, donc on l'a mis. Et puis, dernier élément, j'aurais aimé pouvoir vous en dire un peu plus. Rendez-vous un instant pour échanger. On essaie de provoquer une réponse. Et puis, on met un dernier élément ici de réassurance avec la vidéo qui renvoie non pas sur le journal de 20h, mais sur un deuxième reportage qui avait été fait, je crois, sur TF1. Okay. Bon, cet email-là reprend tout ce qu'on s'est déjà dit, donc je ne vais pas trop passer de temps dessus. Et globalement, parce que LinkedIn, il n'avait pas très bien marché. Peu utilisé, ça n'a pas marché. Okay. Là, celui-là a mieux marché, bizarrement. Donc, on est beaucoup plus court. Là, on a une structure à avantage-action où là, on dit, écoute, on complément quelques chiffres clés sur les bornes du client et là, on reprend nos points, nos bullet points. Tu vois, mettre les bénéfices d'une façon claire, concise et concrète. C'était pas inintéressant. On a eu presque 15% de reply, 14,3, donc c'était pas mal. Et on termine sur un call to action impactant, ce qu'on avait déjà utilisé la dernière fois. Comme quoi, des fois, les choses les plus simples marchent mieux. Et en l'occurrence, là, voilà. Et puis, on voit que c'est aussi beaucoup plus court que le précédent aussi, j'imagine. Surtout sur LinkedIn, où tu es plus sur un format... Enfin, tu es sur une messagerie. Bien sûr. Donc, c'est toujours ça fait sens aussi. Hein. Exactement. Et c'est toujours la difficulté quand tu es en mission pour des clients de trouver le juste équilibre entre les peurs du client, que tu passes à côté des arguments et que tu ne les dises pas. Et toi, d'expliquer qu'à ce stade, on n'est pas là pour essayer de vendre, mais pour essayer d'ouvrir la conversation. Et puis, des fois, il faut arbitrer pour créer un équilibre qui convienne à tout le monde. Mais on prend toujours de la marge en disant on va le faire, mais sachez que nous, ce n'est pas ce qu'on aurait fait et on pense que ce n'est pas forcément l'idéal. Mais vous nous demandez de le faire, on le fait. Voilà. Ouais, ça, je pense que c'est un type d'échange que tous les externes qui font de l'outbound ont avec leurs clients. La peur de louper quelque chose, mais la volonté d'être concis et efficace. C'est un équilibre. Exactement. Troisième message LinkedIn. Bonjour prénom. Donc une structure break-up. N'ayant pas eu de retour, je suppose que ce n'est pas vous qui gérez le sujet en interne. On reprend ce qu'on a fait tout à l'heure. Effet de rupture, même chose que côté email. Là, on va directement créer un effet de porte-à-faux. Je vais tenter de contacter directement le propriétaire. Voilà, donc ça n'a pas marché. Comme sur les emails, Voilà, tu vois que sur LinkedIn, ça n'a donné rien du tout.
Et puis, si c'est voilà, call to action, notre destinataire, si c'est une autre personne qu'il faut plutôt joindre, pourriez-vous m'indiquer de qui il s'agit? Voilà, ce qu'on avait fait tout à l'heure côté email. Donc globalement, tu reprends tes éléments, exactement. globalement sur LinkedIn, tu as repris les éléments de l'email. Bon, il s'est avéré que ça a peu fonctionné de par le fait que voilà, la cible est peu digitalisée, mais Exactement. sinon, on comprend bien le lien entre les deux. C'est tout à fait ça. Donc, en termes de stats global, donc sur les 154 personnes qui constituaient cette audience, on a pu en adresser 150. Les 4 restants, c'est ceux qu'on n'a pas pu avoir ni sur LinkedIn ni par email. Ce qu'on peut voir globalement, c'est qu'on n'avait pas des mauvais taux de réponse sur les premiers emails. Alors, c'est pas non plus dingo, hein, mais on est autour de 68, 64, 58. Nous, on considère qu'en dessous de 70, c'est pas top. Donc, on ne peut pas dire qu'on était satisfait, mais considérant la difficulté de la cible à adresser, on n'était pas si mécontent que ça. On s'est rendu compte qu'on avait un bien meilleur taux d'ouverture sur le dernier email avec l'email complémentaire. Donc, on a bien fait d'aller chercher à la main ces emails de structure régionale parce que c'est là où on a eu le plus gros taux d'ouverture. Mais paradoxalement, c'est là où on a eu le moins de reply. Donc, ça, tu l'expliques comment? C'est vrai que c'est curieux, ça. J'ai pas d'explication là-dessus. Aucune explication. Et là, c'est vraiment un point pour moi d'interrogation et on n'a pas toujours les réponses. Mon point, c'est que probablement, il y a une partie des gens qui avaient déjà reçu les messages dans le premier email qui n'étaient pas intéressés et qui, du coup, n'ont pas du tout répondu, n'ont pas plus répondu. Je pense que sur ces emails secondaires, il y avait une partie qui était plus utilisée, mais qui ont ouvert de façon automatique ou qui ont été ouverts par des tiers qui avaient la main sur les emails, parce qu'on s'est aussi aperçu que sur ces cibles-là, les emails étaient des fois ouverts par des profils secrétaires. Donc, toi, il y a plein de petits trucs un peu contre-intuitifs parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans ces boîtes-là. Et qu'on s'est rendu compte que globalement, c'était quand même très, très compliqué et que si on fait le ratio de tout ce qui a été testé, le message qui a quand même le mieux marché au global, c'est le premier, par email. Ok, ouais, c'est celui qu'on a vu. Ouais, c'était fait. C'était d'ailleurs mon préféré, moi, pour rien te cacher. C'est ce que tu nous as présenté. Moi aussi. Et l'argument qui a le plus porté dans la campagne, c'est l'argument, le premier, c'est « j'ai pas vu de borne dans votre magasin ». Ouais. Je ne crois pas avoir vu de borne dans votre magasin. C'est ça qui a généré le plus de réactions. Ouais, parce que je trouve que tu casses la barrière un peu entre digital et physique, parce que tu sous-entends que tu es venu te présenter dans leur magasin. Et ça, c'est quand même assez puissant. Ouais. Et ce qui faisait sens en plus par rapport à la réalité, parce que comme les mecs sillonnent les magasins toute l'année, donc c'était cohérent en plus. Ils ont de la force commerciale pour ça, donc ça marchait bien. Et pour aller plus loin et donner quelques éléments en termes d'opportunité, cette campagne, donc sur une audience de 154 personnes, où globalement on a pu générer 34 replies, ça a généré 4 opportunités commerciales. Donc c'est pas dingue, mais c'est pas non plus nul. Et compte tenu de la rentabilité par machine, c'était au regard de la mission, pour eux, c'était tout à fait rentable. Mais c'était en deçà de ce qu'ils s'étaient imaginé. Ils avaient un peu rêvé sur tout ça. Mais compte tenu de la difficulté de la data, c'est un peu compliqué. Oui, ça reste très honorable au vu de toutes les difficultés que tu as eues. Et surtout que j'imagine, alors sur les 34 réponses, tu disais que tu as eu 4 opportunités. Maintenant, les 30 réponses restantes, j'imagine aussi que ça t'a permis d'obtenir de la qualification sur potentiellement des concurrents qui étaient déjà présents ou d'autres types d'infos qui allaient a posteriori pouvoir être exploitées. Bien sûr, parce que effectivement, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au-delà des 4 opportunités, c'est-à-dire des vraies opportunités, où je crois qu'il y a eu 3 closings derrière sur les 4, parce qu'on a travaillé plusieurs mois avec eux après. Il y a aussi le fait, comme tu dis, qu'il y a toute cette information qualifiée sur l'état de l'art des magasins qui ont été adressés. Mais dans notre cas, c'était une info que moi j'estimais effectivement importante, mais qui a été compliquée à valoriser parce que comme ils n'étaient pas très organisés question data et qu'ils étaient en train de chercher à implanter un CRM, ils n'étaient pas en mesure de vraiment percevoir l'intérêt de cette data agglomérée. Et bon, c'est des gens qui travaillaient avec un fichier Excel. Aussi étonnant que ça puisse paraître compte tenu de la taille de la boîte et du chiffre d'affaires qu'ils réalisent. Mais des fois, on est très surpris. Donc, c'était des éléments qui, pour nous, sont essentiels sur le plan marketing et sales, mais qu'on a eu des difficultés à valoriser au début. Conclusion de tout ça,
puisque l'objectif, c'était pas de générer de la performance, c'était vraiment de faire un test itératif sur l'opportunité de mettre en place des campagnes de prospection digitale pour compléter l'approche de terrain. Ce que nous, on a recommandé et ce qui a été ensuite, alors on a fait, dans cette logique-là, on a fait 4 ou 5 campagnes de mémoire sur différentes cibles, Leclerc, Intermarché, Super U, etc. Ouais. Et donc, à l'issue de tout ça, on en a conclu qu'il y avait une troisième voie de travail à compléter dans la séquence, c'était la voie du téléphone, en allant récupérer avec des outils d'enrichissement connus comme Lusha, Casper, Contact Out et d'autres, récupérer un maximum d'emails portables, de téléphones portables quand c'était possible, pour pouvoir avoir une dernière brique qu'on met dans la séquence sous forme de webhook. Donc, on peut créer dans la Growth Machine un webhook qui va dire si, par exemple, les gens n'ont pas répondu sur LinkedIn, n'ont pas répondu par email à tous les messages, on peut dire que si on a le téléphone portable, on peut, par exemple, en pluguant un outil tiers comme Drop Cowboy qui fait ça, on peut faire du ringless voicemail, par exemple, c'est-à-dire déposer, sans faire sonner les téléphones des gens, un message audio préenregistré sur leur boîte vocale. Ça, c'est un truc qui marche bien dans pas mal de domaines. Et donc, c'est la reco qu'on leur a fait, en passant par un process d'enrichissement en cascade des numéros de téléphone via des API, et en utilisant notamment un outil qui s'appelle Better Contact, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, la possibilité justement de faire ça, c'est-à-dire faire des calls API sur les différents providers de téléphones mobiles, Casper, Lusha, Datagma, etc. Et donc, de pouvoir ajouter cette brique en fin de campagne si ça ne répondait pas sur les autres canaux. En gros, dire bonjour, j'ai cherché à vous joindre par email et par LinkedIn, sans succès malheureusement. Du coup, j'essaie de vous joindre par téléphone. Voilà, c'est un peu l'idée. Et ce qui fait sens sur une cible peu digitalisée comme l'était celle-là. Ouais. Et en complément, en plus, la dernière chose qu'on leur a proposé, et alors ça, je ne sais pas s'ils l'ont testé parce que ça, c'était en fin de mission. On leur a dit qu'ils pouvaient aussi évidemment automatiser via des systèmes comme manuscrit, automatiser l'envoi de courriers papier personnalisés ou de cartes postales en jouant sur différents effets de levier, personnalisation, effet de rupture, il y a pas mal de trucs possibles. Et que ça, c'était la dernière voie de travail possible en complément si même les téléphones ne répondaient pas. Et que si tout ça ne marchait pas du tout, fallait revenir à la prospection de terrain. Parce que, voilà. Parce que là c'est difficile de faire plus multicanal. Si tu as de l'email, du LinkedIn, du téléphone, du courrier postal, là, tu es vraiment dans le plus pur multicanal. Mais oui, pour résumer, du coup, ce que tu expliquais par rapport au workflow que tu nous as présenté, c'est qu'à la fin, si tu n'as aucune réponse, tu ajoutes déjà un enrichissement en cascade qui te permet d'obtenir les numéros de téléphone. Ces numéros de téléphone, tu t'essaies en input pour aller laisser des messages vocaux sur la messagerie de tes cibles avec un outil qui s'appelle Drop Cowboy. Et ça te permet d'automatiser tout ça. Exactement. Et ce qui était intéressant dans cette mission, si je fais le bilan, c'est que on a eu un excellent fit avec les équipes marketing et sales qui ont vu le travail de chien qu'on a fait pour se démener, pour trouver. On a vraiment fait beaucoup plus que ce qu'on avait vendu en réalité. Mais on s'est pris aussi au jeu du challenge parce que c'était compliqué. Et donc, eux ont vraiment perçu toute la valeur de ce qu'on avait fait. L'équipe dirigeante était un petit peu plus circonspecte parce qu'elle était un peu déçue des résultats et espérait plus. Mais malgré tout, voilà, ça leur a permis de valider des choses et de faire des choix stratégiques en la matière. Et ça a été au final quelque chose de très positif. Et puis pour nous, à titre perso, ça a été, par la complexité de la mission, vraiment très, très instructif. Et ça nous a permis aussi de faire de prendre des prérequis pour les missions futures en se disant, tiens, confronté à ça, on a dû faire ça, ça et ça. Et c'est des choses qu'on va peut-être intégrer par défaut dans certaines étapes pour être plus vigilant, pour monter encore plus en expertise. Voilà, donc c'est aussi en ce sens que c'est intéressant d'avoir parfois des missions compliquées où c'est pas typiquement la mission où tu peux montrer tes stats sur LinkedIn et dire voilà, j'ai fait 90% de... Bon, mais tu vois, ça c'est de la vanity métrique, mais je trouve que ces missions-là sont finalement plus intéressantes parce qu'elles te confrontent à des cas compliqués qui te font en réalité monter en expérience. Ouais, je suis complètement d'accord et je te rejoins sur
sur le fait que c'est ça qui réellement te permet de monter en expérience et que quand bien même, voilà, il y a eu, parce que, encore une fois, hein, les résultats restent honorables. Si tu as généré 4 opportunités, dont 3 ont été closées, ça reste déjà bien. Mais derrière, tu as des enseignements et pour ton client et pour toi. Et tu vois, Exactement. c'est ça que je trouve super. Euh, Exactement. ok, bah écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu nous as partagé. Bon, déjà, la présentation était magnifique, je te le disais tout à l'heure en off. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que dans tout ce que tu nous as présenté, il n'y a rien qui est laissé au hasard, en fait. Tu es capable de justifier chacun des choix que tu as fait. Dès que tu as un copywriting, tu as un framework associé. Alors, c'est pas pour le fait d'utiliser à tout prix un framework ou pas. Non, non, En non. tout cas, on voit que c'est très organisé dans ce que tu cherches à mettre en avant et tu sais, chaque petite phrase, tu sais exactement quel est son rôle et elle cherche à remplir un objectif précis. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu cherches pas forcément, parce que j'imagine que je sais très bien ce que tu es capable de faire et je sais que tu aurais été capable sans aucun problème de nous montrer une campagne avec des résultats incroyables. C'est pas ce que tu as choisi de faire, tu n'as pas choisi la facilité. Au contraire, tu as choisi de montrer là où tu as eu des difficultés, comment tu les as contournées et je trouve ça super intéressant de voir les choses comme ça. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, je voulais sortir aussi un petit peu. Alors, c'est pas du tout une critique pour les autres qui montent des séquences qui ont fonctionné, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'on aurait pu montrer des campagnes avec des taux d'ouverture à 95%, des taux de reply à 40%. Mais je me suis dit que l'idée là, c'était vraiment par rapport à l'angle de ton podcast, d'essayer de montrer des choses un petit peu plus techniques, un petit peu plus galères parce que ça Ouais. allait apporter un peu plus de compléments à ce qui peut être montré couramment. Et puis ça me permet aussi, si tu veux, de faire aussi un petit pied de nez à certains qui sont beaucoup dans le bullshit, notamment sur LinkedIn, et qui montrent toujours des trucs qui paraissent incroyables. Et puis en fait, quand tu rentres dans la réalité, bon, derrière les stats un peu de vanité, il n'y a pas grand-chose. Et j'avais envie aussi de montrer que faire de l'outbound, c'est hyper stimulant, c'est challengeant intellectuellement, mais que c'est aussi loin du bullshit de il suffit de blablabla et en 3 secondes tu fais ça et tu as des C'est milliers de jamais simple. leads. C'est jamais Mm. simple. Rien n'est simple, mais si on le fait bien et qu'on le fait avec passion et qu'on a le souci de se challenger pour se remettre en question à chaque fois et de le faire bien, eh ben, on découvre des choses, on en apprend sur des écosystèmes, on en apprend sur soi-même. Et moi, c'est ça que je trouve motivant. Et on fait moins de bruit quand on fait ça, mais on apprend beaucoup plus. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que c'est un domaine dans lequel tu peux jamais te reposer sur tes acquis parce que tu es sans cesse obligé de trouver. Tu parlais tout à l'heure des patterns que les prospects identifient facilement. Du coup, ces patterns, ils changent et de nouveau, les gens vont les avoir en tête et de nouveau, ils vont être moins efficaces. Donc, tu es sans cesse obligé comme ça de changer tes méthodes de travail Mm. et du coup, ça souligne vraiment l'aspect créativité. Et moi, c'est pareil, hein, c'est ce qui m'éclate dans la bande, c'est le fait que tu dois sans cesse trouver le petit truc smart qui ferait la différence. Et tu Exactement. nous l'as bien montré ici. Bah écoute, en tout cas, moi, Et- c'était un plaisir de te partager ça. Au plaisir de recommencer quand tu veux. C'était un exercice hyper intéressant et j'ai pris beaucoup de plaisir. Ok, bah écoute, super cool. Simplement pour terminer, si tu peux, alors je sais pas si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient te contacter, Ouais, bosser avec Django, est-ce que tu as vers quoi tu LinkedIn. souhaites les rediriger vers ton LinkedIn? Ouais, qui me contacte sur LinkedIn, qui me demande en connexion si on n'est pas déjà connecté. Vous pouvez aussi m'adresser un mail à guillaume@django.com. Voilà. Mais LinkedIn, c'est le canal le plus simple. Je réponds à tout le monde, tout le temps, même si ça ne m'intéresse pas. Mais je réponds à tout le monde. Ouais, J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec chacun. Et donc, n'hésitez pas. ok, Vous aurez c'est toujours une noté. réponse. C'est parfait. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, Guillaume. Merci beaucoup. Et puis, Merci à toi, je te Florian. dis à Merci très pour ton vite. invitation.